Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. Je viens de citer un extrait du discours du roi Mohamed VI de ce samedi à l'occasion du 46e anniversaire de la célébration de la Marche verte. Plus encore, selon le souverain, le Maroc n'engagera pas de démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Nous revenons sur ce discours en abordant notamment ses aspects économiques avec Zakaria Fahim, managing partner de BDO Maroc, en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Zakaria Fahim. Alors, je pense qu'on a quelques problèmes de son, mais ça va se régler. Si vous nous entendez, la première question, Zakaria Fahim, que comprenez-vous donc par cette mise au point faite par le roi à travers donc cette déclaration disant que désormais pas de démarche d'ordre économique ou commercial avec toutes ces parties qui entretiennent des positions floues sur la question du Sahara marocain? On ne peut plus clair et confirme aujourd'hui la position du Maroc de dire les régions du Sud sont une partie entière et non négociable pour le Maroc, et donc je pense que ça c'est vraiment important de le rappeler, de le signifier. Ce qui est aussi clair, c'est que avec tout le chemin qui a été parcouru, et en dernier en date, on ne peut pas ne pas citer la reconnaissance aujourd'hui des provinces du Sud comme étant partie intégrante du Maroc, notamment par les États-Unis, comme vous le savez, donc influent du Conseil de sécurité, qui a installé un consulat, qui aujourd'hui on voit qu'il y a 24 pays qui déjà ont aussi, en plus de leurs ambassades à Rabat, des consulats dans les régions du Sud. Donc il y a, je dirais, un espace qui est en train de s'ouvrir qui ne prête plus à, je dirais, à négociation. Et on l'a vu, beaucoup d'entrepreneurs sont en train de s'installer. Le Maroc a donné le temps, avec le dernier discours de Sa Majesté en 2015, pour investir 8 milliards de dollars. On a des grands pays amis qui font des messes, qui aujourd'hui investissent. Bon, la Chambre de commerce française, pour ne pas la citer. Vous avez, je pense, tout le monde le sait, avec notamment les Américains DFC qui choisit le Maroc et notamment nos provinces comme étant un hub pour la partie Afrique subsaharienne. Et je pense que ces éléments, avec un investissement de 5 milliards, donc 3 milliards de dollars pour le secteur privé, et je crois qu'aussi c'est intéressant de rappeler qu'aujourd'hui les Anglais qui ont quitté l'Union européenne mais qui restent un acteur majeur va investir dans la région 22 milliards de dollars, donc une somme très importante qui ne donnera ses fruits qu'en 2030. Donc là aussi, ça montre la confiance dans le pays, parce que quand vous avez un investissement dans le démarrage, le retour sur investissement ne démarre qu'en 2030, cela dénote une capacité de dire je vais m'engager sur un projet qui est effectivement solaire et éolien, qui va servir 7 millions d'habitants en Angleterre. Donc je pense qu'on a, je dirais, une dynamique qui est aujourd'hui qui est là. Tous les pays qui ont, je dirais, quelque chose entre les oreilles ont compris qu'on ne peut pas occulter cette réalité. Vous le savez, la régionalisation avancée est une réalité, puisque nos compatriotes des régions du Sud ont été ceux qui ont voté le plus massivement par rapport aux autres régions du Maroc, plus de 60%. Donc tous les ingrédients sont là pour montrer qu'il y a je dirais, une légitimité incontestable du Maroc pour faire en sorte que le discours de Sa Majesté soit bien compris par tous et soit quelque chose qui s'inscrit toujours dans une dynamique gagnant-gagnant pour nos compatriotes, je dirais pour nos concitoyens, mais aussi au-delà, puisque nous sommes, notamment à travers nos provinces du Sud, aussi un hub entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Justement, aujourd'hui, quand on voit l'actualité récente
avec la décision du tribunal donc, européen concernant l'accord de pêche et l'accord agricole. On sent quand même là un message envoyé aux partenaires européens ou en tout cas à certaines parties de l'Union européenne concernant ce dossier qui revient tout le temps et qui sert peut-être de moins de pression des fois ou bien de moins de chantage vis-à-vis du Maroc. Je pense que, vous êtes comme moi averti, vous suivez l'actualité, il y a aujourd'hui un déphasage entre cette cour qui, beaucoup de hauts politiques, quand vous regardez aujourd'hui la première sortie de la représentante de l'Union européenne pour dire que c'est pas légitime, que ce n'est pas ce type d'organisation, disons ce conseil, d'arrêter d'avoir ce type d'arrêt. Donc il y a une réflexion pour donner un cadre juridique qui sécurise ces relations et qui confirme que la résolution avancée, donc la détermination donc de la région du Sud dans la souveraineté marocaine est le projet disons le plus naturel et qu'il faut accompagner. Et beaucoup de voix aujourd'hui en Europe s'élèvent pour dire il faut arrêter de jouer avec le feu et que c'est contre-productif. Ça va à l'encontre de l'histoire et qu'il va falloir maintenant trouver une solution. Et je pense que le discours de Sa Majesté va dans son sens pour accompagner ce mouvement et faire en sorte qu'on puisse réellement tourner cette page et construire sur une page où il n'y a plus de polémique. Je crois que c'est très important. Alors, quand on voit aujourd'hui, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les différentes grandes puissances, vous avez parlé de la Grande-Bretagne qui n'est plus aujourd'hui membre de l'Union européenne et qui prévoit des investissements dans le Sahara marocain. Il en est de même pour les États-Unis. Donc finalement, aujourd'hui, c'est la nouvelle dynamique en fait qui commence à se manifester pour ce qui est des investissements au Maroc. C'est là où il faut investir en fait. Exactement, parce que Sa Majesté, comme je disais, à travers le discours de 2015, a projeté d'investir 8 milliards de dollars. D'après les derniers chiffres, il y a 300 projets qui ont été aboutis, plus de 200 en cours et les autres vont venir. Donc le Maroc n'a pas attendu ces investisseurs. Donc les partenaires publics-privés fonctionnent. On le sait qu'aujourd'hui, Dakhla se positionne pour étant un pôle logistique avec une zone de free zone de classe mondiale, avec un port où on compte investir plus d'1 milliard de dollars. Donc le Maroc a donné le temps, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore visité, je pense que c'est l'occasion d'aller voir un peu tout ce qui se passe et de confirmer qu'il y a, je dirais, un espace où nos concitoyens sahraouis sont réellement chez eux et sont fiers d'être marocains. Donc je pense que c'est vraiment important. Donc je pense que même la France, avec on va dire une neutralité positive, constructive. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la Chambre de commerce fait des messes dans la région pour inciter les investisseurs. Donc le temps est donné. Maintenant, je pense qu'avec notre position un peu plus claire à travers le discours de Sa Majesté, je pense que ça va accélérer, faciliter, puisque, comme je le rappelais, les consulats installés directement dans les régions sont un message très fort. Et je pense, quand on regarde cette dynamique dans la région, on a une réelle, je dirais, fenêtre pour pouvoir confirmer que c'est dans l'intérêt de l'Europe, c'est aujourd'hui au service de l'Afrique, d'avoir une région du Sud apaisée et dans laquelle on peut effectivement librement circuler. Alors, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, ce sont les atouts de cette région du sud du Maroc, mais surtout de Dakhla qui est appelé à devenir un hub à destination de l'Afrique subsaharienne. Parlez-nous justement des atouts en termes de hub à destination de l'Afrique subsaharienne pour cette ville qui est Dakhla. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore eu ce plaisir d'y aller, c'est, je pense, le meilleur des deux mondes. Vous avez une ville qui est ouverte sur l'international avec un port très donc international, je dirais, important, et vous avez une ville qui s'engage vers, je dirais, tout ce qui est durable, donc que ce soit dans le niveau de tourisme, l'halieutique, l'agriculture, puisqu'elle a une façade atlantique très importante, l'agro-business. Donc, on le verra parce que quand on parle d'Dakhla, on va aller tout de suite sur Galgalat. Et là, on voit que c'est la porte de l'Afrique. Et je pense qu'avec cette double détente, avoir un port et un point de passage sécurisé qui permet
de garder la plus grande connexion aujourd'hui, ou la seule terrestre, avec la Mauritanie, puis avec l'Afrique de l'Ouest, qui constitue à peu près plus de 45% de nos échanges, est vraiment très structurant. Et on le voit à travers les images, c'est paradisiaque. Donc on a, je pense, une région où on peut, quand on regarde en face les Canaries, on a quelque chose encore de beaucoup plus sauvage, plus naturel, et beaucoup d'Européens cherchent, et même nos compatriotes, à aller dans ce type de régions qui sont réellement des petits paradis. Donc il y a je dirais, et puis avec l'argent maintenant qui est disponible. On a parlé de fonds DFC de plus de 3 milliards pour le secteur privé, plus les fonds mobilisés par le Maroc. C'est vraiment une aubaine, et j'appelle un peu tous les entrepreneurs qui hésitent encore à aller prospecter. Ils seront, et même avant d'y aller, vous savez que Dakhla a annoncé Dakhla Connect, qui est une plateforme là aussi pour donner de l'information, parce que souvent, quand on veut investir, il faut se préparer en amont, et donc c'est effectivement une plateforme dédiée aux investisseurs marocains mais aussi internationaux. Et je pense qu'on a mis tous les ingrédients pour pouvoir donner le maximum d'éléments pour qu'un investisseur, quand il arrive dans nos régions, il a une visibilité, il est en confiance, et sait que son investissement est sécurisé. Alors, quand on parle des provinces du Sud, notamment de Dakhla, on pense au tourisme, on pense aussi en tant que pont à destination donc, de la région sud-saharienne. Mais au-delà de cet aspect logistique et du tourisme, et peut-être même d'énergie renouvelable, quels sont les autres atouts en fait de Dakhla et de l'ensemble des provinces du Sud? Vous l'avez résumé indirectement. Quand vous avez le soleil, la mer, des paysages juste époustouflants. Vous savez que pour les kitesurfers, nous avons un des plus beaux spots au monde. Quand vous êtes sur tout ce qui est durable, vous avez aujourd'hui juste du sable blanc. Donc on n'a pas besoin d'aller aux Seychelles pour découvrir vraiment des endroits très beaux, incroyablement beaux. Et je répète, sur la partie industrialisation, beaucoup de chantiers sont ouverts, mais beaucoup de choses restent à faire. Donc c'est vraiment le moment où il va falloir effectivement accélérer la cadence. Et je crois que c'est donné dans l'agrobusiness, dans la logistique, dans tout ce qui est aujourd'hui bien sûr halieutique, agricole, qui reste un des points forts, je pense, de cette région. Et puis aussi développer des expertises dans le dessalement, donc pour les structures de dessalement, parce que je pense qu'il y a une des plus belles stations qui va ouvrir. Donc, et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, dans le développement durable, l'éolien et le vent, puisque quand vous avez un spot de kitesurfers, donc vous avez des vents, regardez donc ces belles images avec ces drapeaux, on est vraiment dans une région qui, comme je disais tout à l'heure, offre le meilleur de deux mondes. On est encore dans quelque chose de relativement sauvage, ouvert, à une région qui effectivement nous tend les bras pour pouvoir effectivement faire des choses très puissantes. Alors, vous l'avez aussi évoqué, on l'a dit et on le répète, dans le cadre de la régionalisation donc avancée, ces provinces du Sud sont appelées à avoir, en tout cas, à connaître une émergence extrêmement dynamique. À ce propos, en termes de complémentarité avec les autres régions du Maroc, qu'est-ce qui doit être attendu? Je pense qu'on l'a vu, il va falloir effectivement consolider les choix et le faire savoir. Donc, je pense que la stratégie de créer un port avec une zone free zone est quelque chose de structurant, de stratégique, parce qu'effectivement, on ne peut pas garder que la voie terrestre. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point qui est aujourd'hui mis sur la table. Et tout ce qui est, je pense, développement durable, le projet de 22 milliards de dollars avec les Anglais est quelque chose de très structurant qui démontre notre capacité aujourd'hui à sécuriser et intéresser des investisseurs de premier plan, puisqu'on a fait Nour 1, Nour 2 et Nour 3. Donc, je pense qu'on a tous les ingrédients pour se positionner sur le durable, sur le tourisme éco-responsable et bien sûr sur tout ce qui est aujourd'hui, comme je disais, logistique pour être encore plus un hub.
Pour être un hub. Alors, vous l'avez évoqué, je rappelle que le projet donc de Dakhla Atlantique, le port qui devrait mobiliser des investissements d'environ 12 milliards de dollars. Parlez-nous de ce port justement, Zakaria Fahim, qui est très attendu. On a vu ce qui est devenu aujourd'hui à l'extrême nord du pays, cette success story qui est Tangemed. Un deuxième Tangemed, en tout cas sur la partie atlantique. Quel devrait être vraiment le rôle de pivot de ce port et d'inclusion économique? Vous savez, le Maroc, quand il a lancé Tangemed, personne n'y croyait. On pensait que là aussi, on était dans le discours et aujourd'hui, on est de classe mondiale, premier port au niveau continental. Donc je pense que la position aujourd'hui du Maroc de créer vraiment plus qu'un port, mais vraiment une zone, comme je disais aujourd'hui, logistique, free zone, montre que on a compris que pour être encore plus proche de l'Afrique subsaharienne qui absorbe l'essentiel de nos investissements directs étrangers, qui effectivement fait en sorte d'être aussi une porte de l'Afrique à travers nos Galgalet, comme je disais tout à l'heure, pour l'Europe, puisqu'on parle aujourd'hui de 500 tonnes jour qui passent, qui vont en direction de l'Europe halieutique et agricole. On a une position claire de faire en sorte qu'on pourra effectivement, avec ces investissements, créer de l'agrobusiness, puisque beaucoup de nos pays amis achètent nos pays industriels, notamment agrobusiness, donc alimentaire. Donc là aussi, c'est faire une base avancée, vendre des produits d'agrobusiness, développer encore plus toute l'infrastructure locale pour pouvoir drainer des produits de transformation de la mer, parce que je pense qu'aussi il y a une forte, je dirais, un potentiel important pour les produits halieutiques transformés. Donc je pense que cette double détente va nous permettre effectivement de consolider encore nos échanges avec nos amis d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Zakaria Fahim. Je rappelle que vous êtes managing partner de BDO Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca pour parler donc du volet économique, mais notamment de ce qui est attendu en termes d'émergence dans les provinces du Sud, à l'issue donc, après ce discours royal, à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte. Bonne journée à vous, Zakaria Fahim. Merci, très bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.